Je vais donner la parole maintenant au sénateur Antoine Lefèvre, qui joue un rôle extrêmement important puisqu'il rapporte les crédits justice de la Commission des finances au Sénat. Je dois dire, monsieur le sénateur, que on a évoqué tout à l'heure le nom du sénateur Lambert et son rôle dans la LOLF, puisqu'il est le co-père, il y a une copaternité avec Didier Migaud de l'Assemblée nationale, et l'importance de tous les rapports sénatoriaux depuis une très longue année. Peut-être Laurent Lemel ou Philippe Ingal-Montagnier pour rappeler ma mémoire, mais je crois que c'est Enel Arthuis 91. Il y a une série de rapports absolument remarquables sur la justice. Si jamais le politique avait repris les rapports sénatoriaux sur la justice pour réformer la justice, je pense qu'on ne serait pas où on en est aujourd'hui. Donc nous sommes à un moment crucial puisque les crédits justice vont bientôt être votés. Quelles sont les marges du Parlement? Quelle est la sensibilité du Parlement? En plus, bien sûr, de la mission du président Philippe Bas qui viendra conclure cette journée qui est extrêmement importante, dans laquelle nous avons été un certain nombre à pouvoir être entendus et donner beaucoup d'éléments d'information d'un rapport extrêmement riche. Monsieur le sénateur, vous avez la parole. Merci, monsieur le professeur. En ma qualité de rapporteur des crédits de la mission justice de la Commission des finances du Sénat, je suis honoré d'être parmi vous et je vous remercie, monsieur le Premier Président, d'avoir souligné le rôle récemment joué par le Sénat sur les problématiques concernant les moyens financiers de la justice, avec notamment, ça vient d'être rappelé à l'instant par le Président Jean, par le travail du Président de la Commission des lois, Philippe Bas. Mais depuis 3 ans, j'ai quitté la commission des lois pour rejoindre la commission des finances et forcément, mon regard et mon approche en seront quelque peu différenciés. Mon intervention sera avant tout le point de vue d'un parlementaire sur ces questions et pour tenir le délai imparti, je vous promets de ne pas prendre le train de sénateur. Alors avant de répondre à la question de l'indépendance financière de l'autorité judiciaire, il me paraît important de distinguer 3 questions. Tout d'abord la question des moyens. La prise de conscience, notamment au niveau politique, sur l'insuffisance des moyens de la justice est assez récente. Mais elle est aujourd'hui unanimement partagée. En particulier, le Sénat, pourtant dans l'opposition, a soutenu toutes les augmentations de crédits proposées sous le quinquennat précédent. Cette question des moyens est donc cruciale et elle focalise l'attention. Quand on visite certains tribunaux, que l'on voit les conditions de travail des magistrats et des fonctionnaires, on peut comprendre que c'est à juste titre. Mais je pense que cette préoccupation ne doit pas occulter la nécessaire modernisation de l'institution judiciaire et l'introduction d'un certain nombre de réformes. Enfin, donner aux juridictions des moyens à la hauteur des ambitions qu'on prête à la justice ne résoudra pas toutes les difficultés. J'ai en cet instant le souvenir d'une audition d'Éliane Houlette, procureure générale financier, devant la commission des finances du Sénat en mai 2016. Elle avait certes relevé le sous-dimensionnement de son équipe par rapport aux besoins, mais elle avait aussi souligné, je la cite, l'insuffisante criante des ressources humaines dans les services d'enquête. Je dirais donc que des moyens à la hauteur sont nécessaires, mais ils ne suffisent pas à assurer le bon fonctionnement de la justice et notamment son indépendance. Même si on peut considérer qu'elles sont liées, il me semble que la question des moyens est distincte de l'indépendance financière. Si l'autorité judiciaire disposait de moyens suffisants, est-ce que la question de son indépendance financière se poserait avec la même acuité? Il convient enfin d'avoir à l'esprit une 3e question qui est celle de l'allocation optimale des moyens. Il s'agit d'une question cruciale qui englobe finalement les 2 précédentes. Des moyens suffisants, oui, mais aussi des moyens mieux déployés, plus efficacement utilisés, gage d'un bon fonctionnement de la justice. Or, je crois qu'une plus grande indépendance de gestion contribuerait à une meilleure allocation des moyens. Une fois résolue la question quantitative, celle des moyens, il convient en effet de s'intéresser à la question qualitative, celle de leur bonne utilisation. J'en viens maintenant au cœur de la question. L'autorité judiciaire est-elle indépendante financièrement? Non, l'autorité judiciaire n'est pas indépendante financièrement. Elle ne fixe pas, vous savez, son budget et sa gestion peut être contrainte en cours d'exercice. En effet, le budget des juridictions est proposé par le gouvernement et voté par le Parlement. Le ministère de la Justice n'étant en quelque sorte qu'un interlocuteur parmi d'autres ministères dits dépensiers face au ministère du Budget. Donc non, je ne crois pas qu'on puisse dire que l'autorité judiciaire est indépendante financièrement, d'autant que, comme il est rappelé dans le rapport de la mission, les crédits du ministère de la Justice peuvent faire l'objet de mesures de régulation budgétaire décidées par l'exécutif, en l'occurrence le ministère du Budget. Il s'agit notamment, et cela a été évoqué précédemment, d'annulation ou de gel de crédit. D'un point de vue du droit budgétaire, donc, la mission justice et par conséquent les crédits de l'autorité judiciaire
ne bénéficient d'aucun traitement particulier qui serait susceptible de garantir une indépendance financière vis-à-vis de l'exécutif. Cet état de fait conduit la mission à proposer plusieurs pistes, et je souhaiterais me concentrer sur deux d'entre elles. D'abord, la proposition d'exempter l'autorité judiciaire des mesures de régulation budgétaire. Je vous rappelle que la mise en réserve vise à prévenir une détérioration éventuelle du déficit public. Le projet de loi de programmation des finances publiques, actuellement en discussion au Parlement, diminue la proportion des crédits, hors dépenses de personnel, susceptibles d'être mis en réserve de 8% à 3%. C'est une bonne chose, à la fois pour le respect de l'autorisation parlementaire et pour faciliter la gestion. Enfin, je rappellerai que la régulation budgétaire est une prérogative de l'exécutif qui peut néanmoins choisir d'exempter de mise en réserve certains programmes prioritaires. Rien ne s'oppose donc à ce que le gouvernement décide d'une telle exemption. Seconde proposition sur laquelle je souhaitais revenir, celle qui vise à permettre aux juridictions de disposer de nouvelles ressources, d'abonder leur propre budget. Leur budget propre, exactement. Je serai très prudent sur ce point, d'abord parce que la Commission des finances regarde toujours avec une certaine méfiance toute dérogation au principe d'unité budgétaire. Ensuite, parce que je ne suis pas sûr que cela constitue une réelle solution. J'ai eu l'occasion, dans le cadre de mes missions, d'étudier ce sujet par le biais d'un exemple spécifique, puisque dans le cadre de la mission de contrôle sur l'AGRASC, l'Agence de gestion des recouvrements des avoirs saisis et confisqués, comme vous le savez, l'AGRASC est notamment financée par les intérêts des avoirs saisis et elle a également mis en place un mécanisme d'affectation du produit des confiscations aux services enquêteurs. Se pose alors un certain nombre de questions. Le renforcement des ressources propres ne risque-t-il pas d'être synonyme d'un désengagement de l'État? Que faire le jour où la ressource se tarit? Et comment assurer l'adéquation des ressources et des charges de chaque juridiction au niveau national? Les juridictions qui rencontrent aujourd'hui le plus de difficultés ne sont-elles pas également celles qui accueillent les populations les plus fragiles? Les collectivités locales connaissent bien ces questions et les innombrables mécanismes de péréquation qui les accompagnent. Je comprends des propositions du rapport qu'il pourrait s'agir de ressources assez faibles, comme par exemple un droit de seconde copie d'une décision judiciaire. Je m'interroge alors sur l'articulation d'une telle mesure avec notamment le développement du numérique. La mission formule également des propositions qui concernent davantage, me semble-t-il, l'indépendance financière, comprise comme une indépendance de gestion financière, et là j'y suis beaucoup plus favorable. Je pense en effet qu'en matière d'indépendance de gestion, des progrès sont encore possibles. Il s'agirait de donner une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires locaux, tout en les responsabilisant, et on a eu un exemple flagrant à l'instant, d'adapter les moyens aux spécificités des territoires et des juridictions, et de donner aux juridictions la possibilité de décider elles-mêmes de leurs priorités. En effet, grâce à une gestion plus décentralisée dans les juridictions, au plus près des besoins du terrain, grâce à une prise en compte des initiatives locales qui répondent à des besoins qui sont sans doute différents au tribunal de grande instance de Créteil ou à celui de Brive-la-Gaillarde, il me semble qu'il serait possible de moderniser et mieux gérer la justice. Cela nécessite sans doute un changement de culture pour les juridictions, tant pour les juridictions que pour l'administration centrale. Le mouvement serait similaire à celui que nous avons connu dans les collectivités avec la décentralisation. Elle a, je crois, été synonyme d'une amélioration de la qualité des services publics. Une telle logique, de bas vers le haut, nécessite bien sûr des garde-fous et des contrôles, mais aussi de rendre des comptes. Pour cela, je crois qu'un tel mouvement nécessiterait également une amélioration du dialogue. Dialogue entre les juridictions et l'administration centrale. La proposition d'instituer d'ailleurs un dialogue de décision entre le ministère de la Justice et les conférences de chefs de cour et de juridiction sur les orientations budgétaires me paraît particulièrement intéressante. Mais aussi améliorer le dialogue entre la justice et les partenaires institutionnels, et en particulier le ministère du Budget. La qualité de ce dialogue, en particulier les discussions budgétaires, pouvant avoir des conséquences sur le fonctionnement même de la justice, elle ne peut laisser insensible le politique. Une gestion qui serait désormais principalement pilotée dans les juridictions elles-mêmes nécessite en effet des relations de qualité avec l'administration centrale, car un pilotage global de la dépense au niveau central sera toujours nécessaire. C'est en préparant cette intervention que je me suis d'ailleurs rendu compte qu'en tant que rapporteur spécial de la Commission des finances, j'avais peut-être eu tendance à trop privilégier une approche globale macroéconomique. Je pourrais le justifier par l'organisation et les délais d'examen du projet de loi de finances, mais il est vrai que les modalités de gestion et d'utilisation des crédits,
au niveau le plus fin, sont également un outil pertinent pour appréhender les marges de manœuvre et les possibilités réelles dont disposent les juridictions au quotidien. Pour conclure, je dirais qu'après les alertes sur les moyens insuffisants de la justice, je crois que vous avez aujourd'hui identifié ce qui pourrait constituer la seconde étape de la réflexion sur la place et le rôle que nous souhaitons donner à la justice en France. En effet, vous pouvez poser la question des moyens au sens large, moyens budgétaires évidemment, mais aussi les moyens de gérer au mieux, de répondre aux besoins des professionnels et aux attentes de nos concitoyens. Finalement, vous vous demandez aujourd'hui comment faire. L'émergence de cette préoccupation n'est peut-être pas pour l'heure tout à fait un hasard. Ces dernières années, en effet, il me semble que vous avez réellement pris conscience que vous pouviez être mis en cause par le politique, le gouvernement ou le Parlement, par ce qu'on appelle l'opinion publique, ou alors même que bien souvent, vous n'aviez pas les moyens au sens large de remplir les missions qui vous sont assignées. Je souhaite que notre réflexion puisse se poursuivre afin de renforcer cette autonomie financière qui doit passer avant tout par une autonomie de gestion, comme l'a d'ailleurs fort bien souligné le professeur Bouvier. Je vous remercie de votre attention.